va pas simplement parler de la dernière chasse de Kraven, on va parler aussi de tout ce qu'il y a eu après, toutes les conséquences de la dernière chasse de Kraven, dont certaines qui sont assez méconnues. James DeMatteis, il voulait faire une histoire sur Wonder Man à l'époque chez Marvel, qui a été refusée. Il est allé par la suite travailler chez DC Comics où il a proposé la même histoire où le méchant assassine le gentil et du coup on voit ce que fait le méchant durant la mort du héros, donc de Batman. Pareil, ça a été refusé chez DC Comics. Il revient travailler chez Marvel. Cette fois, ça va être accepté par Marvel et en cours d'écriture, Marvel, son éditeur, lui propose que plutôt que de faire que Spider-Man soit tué par le nouvel ennemi créé pour l'occasion, pourquoi ne pas réutiliser un ancien ennemi? Et donc c'est là où il va choisir la figure de Kraven et va quand même utiliser le nouvel ennemi auquel il avait pensé dès le début, à savoir le cannibale Vermine. Donc c'est pour ça aussi que dans cette histoire, on a un petit peu plusieurs antagonistes. Donc l'histoire, elle est aujourd'hui assez connue, mais à l'époque, c'est une révolution. Il faut bien se dire que Spider-Man, c'est une série quand même assez joyeuse, et que là, c'est un récit qui, même pour du Batman, se serait paru très sombre. Donc, le pitch, il est très simple. Spider-Man fait sa ronde, il croise Kraven le chasseur, qui, à l'époque, était un méchant vraiment ridicule. Il faut se dire que à l'époque, quand ce récit est publié, Kraven, c'est juste un mec qui arrive à dos de rhinocéros. C'est tout, c'est quelqu'un qui libère les animaux dans le zoo et qui se bat avec des animaux. Bref, c'était vraiment un méchant ridicule. Il voit Kraven, lui dit bon bah écoute, là je suis un peu enrhumé, je suis fatigué, écoute, on a qu'à dire qu'il y a eu match nul, tu rentres chez toi, je rentre chez moi, et puis voilà, on s'arrête là. Spider-Man s'en va, tourne le dos à Kraven, Kraven prend son fusil, tire sur Spider-Man, le tue. À partir de là, Kraven va prendre la place de Spider-Man, va mettre le costume de Spider-Man et va le remplacer. Et là, on va être dans la tête de Kraven à dire que pour tuer Spider-Man, non seulement il doit l'avoir tué, mais il doit montrer qu'il arrive à être un meilleur Spider-Man que lui. Ce qui là est intéressant, c'est qu'en étant dans la psyché de Kraven, on voit comment Kraven a une vision déformée des choses et justement ne connaît pas du tout Peter Parker. Il connaît en fait le Spider-Man que lui, on va dire, fantasme. Donc il voit un prédateur en Spider-Man. Et donc il essaye d'être on va dire, le Spider-Man supérieur avant l'heure. Et donc, alors qu'on a un Spider-Man très violent incarné par Kraven, on va voir en même temps ce qui se passe pour les personnages secondaires, donc par Mary Jane, pour Robbie Robertson. Voilà, on voit ce qui se passe pour eux. Et on voit aussi ce qui va se passer pour Spider-Man, puisque lui, au final, il va être enterré vivant pendant 3 semaines. Le récit est ultra sombre. Il part sur un moment des délires un petit peu métaphysiques, spirituels, on va dire, sans trop savoir si on est vraiment sur un côté spirituel ou pas. Puisque du coup, plusieurs personnages vont halluciner durant le récit, que ce soit du côté de Spider-Man ou avec le stress, avec le manque d'air, voilà, il va avoir des hallucinations. Que ce soit Kraven qui lui va consommer des substances, donc il y a des choses. Donc c'est des choses qui sont reprises par la suite, par exemple par Straczynski, quand il va parler du dieu araignée, il fait référence à des choses qu'on voit aussi là-dedans. Sans qu'on sache réellement si là, quand on voit des araignées géantes, il est question réellement de dieu araignée ou comme je dis, simplement d'hallucination. Pour le coup, ça semble être beaucoup plus une question d'hallucination que véritablement de questions spirituelles. Même si, par Kraven, elles sont interprétées comme spirituelles. Ça, vous avez eu plusieurs éditions, dont une édition à très petit prix chez Panini, puisque c'était 6 € si je ne m'abuse. Franchement, foncez, c'est incroyablement bon. C'est considéré comme l'un des meilleurs récits Spider-Man. Ça l'est très clairement, même si, pour le coup, c'est très différent de ce qui se fait sur Spider-Man habituellement. On est sur quelque chose vraiment de très très bon. Comme je disais, il y a tout ce truc aussi avec Vermine, le cannibale. Enfin,
Le récit est très sombre, vraiment très sombre, que ce soit en termes de sujet, que ce soit dans sa narration, dans ses personnages, dans ses dessins. Vraiment, on est sur le côté sombre de Spider-Man, vraiment sur peut-être ce qui va marquer les esprits comme étant le fait que quand Spider-Man porte le costume noir, il est dans un état d'esprit beaucoup plus sombre. Donc sachant que là c'est pas le symbiote qui porte, c'est vraiment c'est le costume noir qui va coudre lui-même après s'être séparé du symbiote. Et du coup qui marque aujourd'hui le coup quand Spider-Man veut faire quelque chose, veut agir un peu plus violemment, il remet le costume noir. Voilà. Et du coup c'est un peu le premier récit qui va marquer cette idée de l'association costume noir, Spider-Man violent. Bref, ça c'est vraiment un incontournable. Et ce qui est bien, c'est que la collection s'appelait Les Incontournables, très bien nommé pour celui-ci. Vraiment un récit exceptionnel à plusieurs égards. Il y a un petit quelque chose qui pour le coup est très rarement republié en France. Ça va l'être là dans l'édition très chère que va faire Panini. Là va faire une édition on va dire complète avec tout ce qu'il y a autour de la dernière chose de Craven. Et du coup republie celui-ci qui est Soul of the Hunter, donc l'âme du chasseur. Alors que le récit est assez explicite, aux États-Unis, l'éditeur du coup des séries Spider-Man recevait à ce moment-là beaucoup de courriers de la part de personnes en fait s'indignant du fait que le suicide avait été glorifié dans la dernière chose de Craven. Techniquement, nous quand on le lit aujourd'hui, non. Très clairement non, parce qu'on a bien vu que Craven était dérangé. Craven a vraiment une manière de penser qui n'est pas réellement normale, dans la norme. Il y a toute une explication, mais qu'on sait être foireuse en fait. Quand on le lit, on le sent bien que le raisonnement est bancal. Mais néanmoins, le public américain, visiblement, ne l'a pas totalement compris. Donc, les auteurs ont décidé de faire un épisode épilogue, donc qui est l'âme du chasseur, qui est Soul of the Hunter, où Spider-Man va du coup pardonner à Kraven son suicide, pour bien montrer que le suicide c'est mal et que du coup il faut pardonner. C'est un récit qui généralement sur internet a mauvaise presse. Pour ma part, moi c'est un récit que j'aime bien parce que c'est l'un des tout premiers comics de Spider-Man que j'ai lu. Comme quoi à l'époque on pouvait vraiment commencer à n'importe quel moment. C'est-à-dire que je n'avais pas lu la dernière chose de Kraven, je ne savais pas ce que c'était, j'étais gamin, j'avais 7 ou 8 ans, et j'ai lu ce truc où c'est simplement Spider-Man qui pardonne à un de ces vilains qui est mort de s'être suicidé. Voilà. Et en comprenant très bien tout le côté métaphysique de la chose, tout le côté spirituel un peu qu'il peut y avoir. Voilà. Ou pareil, on va dire que c'est là Spider-Man affronte un fantôme sans qu'on sache pareil réellement si c'est un fantôme, une hallucination, si c'est Spider-Man qui affronte ses propres démons pour laisser cette histoire derrière lui. Parce que quelque chose qu'on va voir là-dedans, c'est que Spider-Man a été durablement marqué, a été traumatisé par l'événement. Il a été traumatisé, alors d'un côté par le suicide de Kraven, ça c'est quelque chose qui va le marquer, mais ce qui l'a traumatisé réellement, c'est d'avoir été enterré pendant 3 semaines. Et ça, on nous en parle là, on nous en parle dans le bouquin dont je vais parler par la suite. Mais c'est quelque chose sur lequel on le voit quasiment plus aujourd'hui dans les comics Spider-Man. C'est-à-dire que Spider-Man aujourd'hui, il enchaîne les aventures sans grandes conséquences sur sa vie. Quand il y a quelque chose comme Superior Spider-Man, où Octopus prend la place de Spider-Man pendant plusieurs mois, putain, Spider-Man, Peter Parker devrait être traumatisé à fond de l'expérience. Quelqu'un lui a volé sa vie pendant plusieurs mois. C'est quelque chose qui devrait vraiment le marquer et qui devrait avoir des conséquences en fait sur la psychologie de Peter Parker. Là, à l'époque, avec la dernière chasse de Kraven, on avait ça durant la saga du clone. On suit un Peter Parker bien plus déstabilisé que d'habitude, qui fait peut-être moins de blagues que d'habitude parce qu'il est déstabilisé. On a un Peter Parker qui va se chercher, qui recompose une nouvelle famille.
on a plein de choses durant la saga du clone. C'est-à-dire que les auteurs comprennent bien que là, il y a un sujet et des événements tels dans la vie de Peter Parker qu'on ne peut pas faire comme si ça n'avait pas d'influence sur sa vie. Bah, c'est pareil, être enterré pendant 3 semaines, on ne peut pas faire comme si ça n'avait pas de conséquences. Donc il y a déjà cet épilogue où on voit un Peter Parker dépressif durant cet épisode. On voit un Peter Parker qui cherche à surmonter l'événement. Moi, c'est un épisode que j'aime beaucoup, du coup, d'un, parce que Souvenir de jeunesse, c'est un des premiers Spider-Man que j'ai lu, donc forcément, ça reste là. Mais je pense que beaucoup de lecteurs, c'était un épisode de trop, parce que c'est un épilogue qui, clairement, en fait, vient un petit peu amoindrir la dernière chasse de Kraven, puisque là où la dernière chasse de Kraven forme un tout qui se tient très bien et qui a une fin très sombre, là, ça vient nous rajouter quelque chose un peu en mode « Non mais c'est bon, tu as droit à la paix intérieure toi aussi ». Donc je comprends que c'est un épisode un peu qui, quand on a lu la dernière chasse de Kraven en premier, on a ça, c'est un épilogue qui vient un peu amoindrir l'impact de la dernière chasse de Kraven, entre guillemets. Personnellement, je trouve que c'est un épisode qui mérite justement d'être intégré en bonus à la dernière chasse de Kraven, puisque c'est un épisode où justement on voit aussi la bonté de Spider-Man qui finira par avoir le dessus. Là où quand Spider-Man dit et montre qu'en fait il pardonne à Kraven et libère Kraven du poids de son suicide, il y a vraiment quelque chose de très Peter Parker roi, on va dire, qui est de dire d'aller de l'avant, en fait, de dépasser ça. Autre conséquence de la dernière chasse de Kraven, c'est ceci, l'enfant intérieur. Où là, on nous évoque, encore une fois, les 3 semaines durant lesquelles Peter a été enterré. On est sur des épisodes qui se passent après ça. On a donc ce Spider-Man dépressif et on voit en fait 3 intrigues qui vont forcément qui sont liées ensemble sur les enfants intérieurs et donc du coup soigner son enfant intérieur pour Peter Parker, pour j'ai oublié son prénom, le fils Osborn, c'est pas Norman, c'est l'autre, c'est Harry Osborn, voilà. Et aussi pour le personnage de Vermine, donc personnage qui est apparu pour la chasse de Kraven, un petit peu en amont, mais du coup tout le développement se fait dans la chasse de Kraven, et le personnage de Vermine qui va trouver sa conclusion, en fait qui va trouver de l'arc qui va conclusif dans l'enfant intérieur. Donc on est toujours sur les conséquences de la dernière chasse de Kraven, puisque Vermine étant lui aussi traumatisé par la dernière chasse de Kraven. C'est un bouquin qui va être vraiment intéressant sur la question du dépassement, non pas dans l'adversité, mais plutôt dans la reconstruction. En fait, on est sur des personnages qui essaient de se reconstruire. On n'est pas sur une suite vraiment directe de la dernière chasse de Kraven en disant « Ah, Kraven a fait ça et du coup, il faut faire ça maintenant ». Non, on est plutôt sur les conséquences psychologiques de tout ça. Et donc de voir comment des personnages remontent. Et donc on a le personnage de Harry qui lui n'est pas du tout lié à la dernière chasse de Kraven, mais qui a ses propres petits soucis avec son petit papa de Norman Osborn, qui n'était pas non plus un ange. Voilà, donc un bouquin qui est aussi passionnant de lire, qui est un très bon complément à la dernière chasse de Kraven, qui n'est pas un indispensable à lire, qui pour moi le Soul of the Hunter est plus un bonus direct à rajouter à la dernière chasse de Kraven que celui-ci, mais celui-ci reste vraiment très intéressant à voir justement pour voir cet impact que pouvait avoir la dernière chasse de Kraven. Allez, dernière œuvre pour parler de tout ça, ça va être The Grim Hunt. Quelques numéros avant ces deux-là, Spider-Man affrontait des ennemis totémiques, donc le rhino, le lézard. Le volume sur le lézard d'ailleurs était assez cool, il faudrait que je me le relise. Et on voyait la famille de Kraven, donc avec cette fois-ci la femme et la fille de Kraven qui revenaient pour faire honneur en fait à Kraven du coup.
Et dans The Grim Hunt, en fait, elles vont kidnapper, enfin ils, parce que du coup il y a aussi les fils, toute la famille Kravinov en fait va kidnapper tous les porteurs du symbole de l'araignée dans l'univers Marvel 616. Donc à cette époque-là, il n'y a pas Miles Morales, il n'y a pas Spider-Gwen, donc ça va être Spider-Man, son clone Kane et les Spider-Woman. Néanmoins, il y a une vraie tension dans tout le récit, une vraie noirceur, et le gros truc va forcément être que c'est le récit qui va ramener à la vie Kraven. Sachant que personne s'était attaqué à ça depuis 87, depuis la mort de Kraven en 87, que là on est en 2010 quand ça paraît aux États-Unis, et la mort de Kraven en fait c'est une mort suffisamment marquante comme celle du Captain Marvel, comme celle de Gwen Stacy, pour que aucun scénariste ne ramène jamais réellement le vrai personnage sur le devant de la scène. Là, Joe Kelly, il s'attaque à ça, et il va le faire bien. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un héritage de la dernière chasse de Kraven. On n'est pas simplement dans un truc à refaire la dernière chasse de Kraven. Alors, il y a quelque chose, je pense que ça s'appelle la première chasse. Je pense que ça s'appelle la première chasse de Kraven que je n'avais pas lu. Où là, du coup, on doit voir la fille de Kraven qui doit chasser Vermine. Faudrait que je regarde ça. Que je regarde ça. Peut-être que c'était pas mal, je sais pas. Mais en tout cas, dans celui-ci, dans The Game Hunt, on nous parle pas de Vermine ou alors c'est simplement qu'on l'évoque. Là, sincèrement, j'ai pas relu les épisodes pour faire la vidéo. Mais de mémoire, en tout cas, on ne le voyait pas. Par contre, on est vraiment dans l'imagerie de Kraven. C'est-à-dire que l'imagerie qu'il y avait autour de Kraven dans les dernières choses de Kraven, on est totalement là-dedans pour celui-ci. Le récit est suffisamment bon pour qu'on ne regrette pas que Kraven revienne à la vie. Ce qui quand même était le gros enjeu de ce récit-là. Donc Joe Kelly, il remplit très bien son contrat. Hein. Pour le coup, il fait quelque chose de très bon. Comme je disais, on a un récit qui est très violent, on a un Spider-Man qui est très énervé, qui se bat non pas pour se défendre ou pour immobiliser ses ennemis, mais qui se bat vraiment pour blesser. On le voit utiliser une technique qui a été utilisée par Kane dans les années 90. On le voit, à un moment, il rebondit sur une pierre, il se sert de l'adhérence de ses mains sur la pierre et de son élan pour propulser la pierre sur ses ennemis. C'est hyper cinématographique, j'adorerais voir ça vraiment dans un film d'animation. Franchement, c'était du très très bon à tous les niveaux. Forcément, les dessins de l'arc sont hyper beaux. Un récit bien sombre qui ne fait pas regretter le fait que Kraven revienne à la vie. C'était vraiment osé, hein. Pour le coup, c'était vraiment osé. Ça fonctionne très bien. Je sais pas si. Enfin, Kraven a dû revenir par la suite depuis 2011, il a dû revenir par la suite. J'ai pas lu d'histoire en fait avec de nouveau Kraven. Là, il y a un épilogue à The Grim Hunt où on voit Kraven qui reste dans une posture extrêmement menaçante, vraiment où on n'est plus du tout dans le Kraven ridicule des années 60, on est vraiment dans le Kraven très menaçant de la dernière chasse de Kraven. Donc je présume que si on a fait revenir Kraven par la suite, c'est en gardant cette menace là de Kraven qui est beaucoup plus imposant qu'avant. Mais voilà, en tout cas, pour vraiment les suites directes, un petit peu indirectes pour ce qui concerne l'enfant intérieur de la dernière chasse de Kraven, voilà, je vous ai fait un petit peu tout le topo de ce qui était vraiment important à lire.